Day Trading, le podcast. La fiscalité pour le trader actif, 4e et dernière partie. Un beau salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Patrick à la barre, on poursuit notre série d'épisodes sur la fiscalité. On est rendu à notre dernier épisode. C'est un sujet, comme on dit les deux autres intervenants, qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, évidemment. On essaie de rester quand même concis pour qu'on puisse couvrir d'autres sujets, parce que comme l'a dit François dans le dernier épisode, il y a énormément de sujets à couvrir. Donc, on est rendu là à ce qu'on va faire, c'est comme un petit pot pourri dans le fond des restes des questions, parce qu'on a posé des questions aux membres sur le groupe Facebook, puis on va les couvrir, puis ça va nous permettre, dans le fond, d'aller chercher encore quelques-unes de petites subtilités ou de grands bouleversements qui vont peut-être révolutionner votre approche fiscale, qui sait. Donc, toujours en compagnie de François et Vincent. Comment vous allez, messieurs, aujourd'hui? Ben moi, ça va très bien, très bien. Autant que la dernière fois, tout le temps captivé des sujets. Fait qu'on va essayer de faire ça un peu plus concis puis peut-être moins long pour les auditeurs, là, mais on pourrait en parler des heures avec des heures, surtout avec notre spécialiste, monsieur, je m'en allais dire monsieur Magou, parce que c'est son nom sur notre écran podcast, mais sinon Vincent Busse, notre spécialiste dans le domaine. Comment ça va, Vincent, toi? Moi, ça va bien aujourd'hui. Je suis prêt pour continuer nos conversations sur la fiscalité et le trading. Pas pourri, ça va être un petit peu plus fun, d'ailleurs, des sujets plus légers. Merveilleux. On évoque la première question tout de suite. Donc, il voulait avoir un petit peu des subtilités par rapport aux impôts étrangers dans les types de comptes, là, que ce soit comptant, REER, CELI, les crédits d'impôt canadiens, un petit peu tout ça, là. Oui, OK. Bon, donc, en réalité, c'est que le Canada a une convention fiscale de signer avec plusieurs pays. C'est pas la totalité, je vous dirais, mais notamment avec les États-Unis. Qui vient faire que l'impôt américain est prélevé à la source. Les États-Unis reconnaissent le REER comme un régime à l'abri de l'impôt. Par contre, ils ne reconnaissent pas le CELI comme un régime à l'abri de l'impôt. Donc, quand on a des titres américains qui sont détenus dans notre CELI, ben là, des fois, on va voir qu'ils viennent nous sortir de l'impôt qu'on ne touche pas du dividende. C'est vraiment inscrit là, dans votre suivi de placement, dans votre historique. En CELI, on le perd. Là. J'allais dire en REER, mais en REER, il n'y en a pas. En CELI, on le perd. Il n'y a aucune façon, vu que ce n'est pas imposable au Canada, on ne peut pas aller chercher un crédit d'impôt canadien pour les impôts qui ont été payés aux États-Unis. Ensuite, certains vont dire des fois, ouais, mais des fois c'est 15%, des fois c'est 25%. Ça dépend si la convention est appliquée correctement ou pas correctement, puisqu'il y a la réduction automatique, c'est 15, mais sinon, selon la convention, ça devrait être 10. Donc, malheureusement, ça dépend de comment la compagnie gère ses affaires à l'interne. L'équipe de fiscalité là-bas qui interprète comme du monde, je dirais, la convention fiscale. Quand on est dans un compte comptant ou un compte de société par action, on peut aller prendre ces impôts étrangers-là qui ont été payés sur nos dividendes et venir les utiliser comme crédit d'impôt canadien. Il y a même des techniques là, pour les sociétés par action qui sont plus complexes, qu'on peut aller chercher, là, on peut créer des pertes autres qu'en capital avec ces impôts-là. Mais rassurez-vous, là, si c'est imposable, donc que votre dividende paye de l'impôt dessus, soit dans votre compagnie de gestion, soit personnellement, l'impôt n'est pas perdu. Là. Qui est une très bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'en CELI, malheureusement, cet impôt-là, il est vraiment perdu. Est-ce que ça devient un facteur d'investissement? Moi, j'ai une bonne action sur une bonne action. Même si je perds un petit peu d'impôt sur mon dividende, je préfère conserver une bonne compagnie. Merci beaucoup. On poursuit avec une autre question, peut-être pour les plus jeunes ou les gens qui veulent acquérir une première maison. Là, les gens peuvent avoir la stratégie du RAP. Donc, les gens voulaient savoir est-ce que le RAP, c'est bon ou non d'utiliser cette stratégie-là. Ça, le RAP, c'est sûr que la meilleure stratégie pour obtenir la mise de fonds, parce que l'enjeu, c'est
c'est la mise de fonds. Hein. Le RAP, essentiellement, c'est ça que ça sert. C'est d'aller chercher la mise de fonds pour la maison. La meilleure stratégie, je dirais, c'est d'avoir un ange, d'avoir un François qui prête son argent à ces deux gars pour s'acheter une maison. Ça, c'est la meilleure situation parce que c'est une fiscalité qui est neutre. À cause que pourquoi je dis ça, c'est que on a parlé un petit peu dans l'épisode précédent. Le REER, qu'est-ce qui est avantageux? Ben, c'est d'avoir nos cotisations lorsque notre taux d'impôt a monté le plus possible. Donc, quand que je rappe, hein, en fait, je viens m'imposer sur mon retrait REER et j'ai le droit à une déduction. Donc, l'effet est nul sur mon impôt. L'année que je retire mon REER, mon 30 000, ben, c'est une inclusion au revenu, puis il y a une déduction par la suite en bas. Ben, mais le désavantage, c'est que 2 ans après, le gouvernement me demande de le rembourser, ce 30 000-là, sur une période de 15 ans. Donc, on s'entend 30 000 divisé par 15, ça donne 2 000 de remboursement annuel. Et là, mon salaire augmente. Donc, quand que je fais le flux de dire, ben, regarde, mon 2 000 que je mets à toutes les années, il m'aurait donné un remboursement de, par exemple, 30 % la première année, 35 la deuxième, à cause que mon salaire a augmenté. Donc, plus que j'étale mon remboursement dans le temps, plus que mon économie fiscale perdue est grande. Donc, moi, j'ai fait le calcul pour moi et j'ai réalisé que ben, je perds de l'argent. C'est désavantageux de rapper dans une situation où mon salaire augmente assez rapidement. Par contre, le gros avantage, c'est d'avoir la mise de fonds. Et moi, j'avais pas un père comme François qui pouvait me prêter 30 000 pour acheter ma maison. Donc, ben, j'ai rappé. Voyez-vous, c'est qu'il y a une contrainte qui est la mise de fonds pour pas avoir la CHCL, les assurances. SCHL? Ouais, CHL, c'est ça, excuse-moi, je l'ai justement pas eu, donc je ne retiens pas le nom. Mais, fait que là, on est comme dans un dilemme. Fiscalement, c'est pas si avantageux de rapper, mais on veut avoir la mise de fonds pour pas avoir à payer l'assurance sur le prêt. Petite question, je vais faire un peu comme les membres de notre groupe. Des fois, ils disent « Hey, j'ai une petite question niaiseuse. » Il n'y a pas de question niaiseuse. Chaque question, c'est des bonnes questions. Donc, moi, ma question niaiseuse, j'ai jamais rappé, mais tu as répondu à 2 de mes questions. Si j'ai bien compris, on peut rapper 30 000 maximum. On a 2 ans pour le rembourser. Ou il faut commencer à le rembourser. C'est ça. Il faut commencer après 2 ans. Mais sinon, l'autre question, je crois connaître la réponse, mais peut-être confirmer. On peut rapper seulement une fois dans notre vie, c'est ça? En effet, puis avant, même les conjoints, par exemple, à titre d'exemple, moi, je rappe avec ma conjointe, puis on s'achète une propriété. Malheureusement, même si elle n'avait pas rappé, elle perdait son droit de rap. Maintenant, ils ont modifié la loi pour permettre que les gens qui se séparent, la deuxième personne, il y en a un généralement qui garde la propriété originale, mais la personne qui quitte, malheureusement, là, peu importe ça soit qui, ben, elle va pouvoir rapper. Pour pas qu'elle soit pénalisée, je trouve ça bien. Mais exact. Dans les faits, ce qu'on retient, c'est qu'au final, si on fait ça, ça nous revient grossièrement plus coûteux au fil du compte, sauf que c'est un super bel outil pour la cession à la propriété, pour avoir accès à s'acheter une maison. T'sais, ils ont mis ça en place pour ça. C'était pas un outil pour optimiser, avoir des meilleurs rendements. Là. Le but, c'était de se donner une chance d'envie. C'est comme ça que je le vois. C'est ça, mais là, il a rendu les fiscalistes se sont mis là-dedans comme Vincent, puis là, c'est mieux faire ça comme un peu comme Patrick. Au début, quand ils ont fait ça, c'était vraiment plus donner l'accès à la propriété. Là. Mais là, je pense que, je ne sais pas si Vincent pourra confirmer, le 30 000 là, c'est-tu de même depuis le 25 ans? Parce que le prix des maisons, c'est plus comme c'était dans le temps. Là. La mise de fonds minimum, tu parles de 30 000 c'est fou, il me semble que c'est plus beaucoup pour le prix des maisons qu'on peut voir aujourd'hui. Là. Ben, voici, a été augmenté par Trudeau. Ma mémoire me fait défaut. Mais moi, voici, quand j'ai acheté, c'était 25 000. Il a été augmenté dernièrement là, à 30 000. Et je crois que ça devrait. Je pense qu'il pourrait le doubler, puis ça serait peut-être plus au goût du jour, ça. Là. Ben là, ils vont t'envoyer, comme on parlait tantôt, SCHL, puis ils vont dire tu peux l'acheter pareil, avec 5 % de mise de fonds. Oui, effectivement. Je suis allé sur le site, excuse-moi,
de l'Agence du revenu du Canada, c'est 35 000. Vous ne pouvez pas retirer plus de 35 000. Donc, j'imagine devait augmenter en 2 phases là, différentes. Moi, j'avais 30 000 en tête. Là. OK. Puis, si je comprends bien, on ne peut pas rapper plus utiliser, mettons, l'assurance de SCHL. Oui. Oui. OK. On peut prendre cet argent-là pour donner notre 5 de SCHL. Oui. Oui. On déborde du sujet du trading, mais quand c'est quand on même... Déborde solide. On déborde solide, mais c'est quand même intéressant. OK, comme oui, je me souviens plus la madame, on enchaîne. Suivant. On enchaîne, c'est bon. Donc, est-ce que les intérêts d'un prêt investissement sont déductibles lorsqu'on le met dans le REER et ou le CELI? Non. Ça, je vais être assez clair. En fait, l'article en jeu, c'est le paragraphe 21C. La déduction des intérêts, c'est un des sujets les plus... surveillé, je dirais, par le gouvernement fédéral notamment. Il y a beaucoup de jurisprudence sur le sujet. Le principe vraiment de base, là, que l'intérêt soit déductible, l'argent emprunté doit être utilisé pour générer un revenu imposable, pas un revenu exonéré. Donc, dans le REER, dans le CELI, les revenus sont exonérés d'impôts. Donc, on a beau emprunter n'importe quel montant qu'on veut, le mettre dans notre REER, dans notre CELI, jamais on va pouvoir déduire les intérêts puisqu'on ne paye pas d'impôts sur les revenus qui sont générés. Donc, c'est très simple et très clair. Moi, je ne vois aucune ambiguïté à la réponse. Vincent nous l'avait dit avant le podcast. Il avait dit ça va être très simple. En partant, il a dit non. Ça aurait pu finir là. Non. That's it. Non. Question suivante. Les grandes différences entre dividendes et salaires, dans le fond. Ben, on en a parlé un petit peu tantôt. Il y a le RRQ, premièrement, c'est la grande distinction pour les gens plus âgés. Pour les gens qui sont plus jeunes, je prends les jeunes entrepreneurs qui vont être nous, on appelle ça, nous autres, les fiscalistes, en mode bébé. Les jeunes entrepreneurs qui se partent en entreprise, puis là, ils veulent faire des enfants. Ben, les allocations pour enfants, je vous dirais, c'est quand même de l'argent gratuit que le gouvernement vous envoie. Et malheureusement, si vous êtes en dividende, le dividende est considéré comme un revenu passif. C'est pas un revenu actif. Et dans le calcul, pour établir là, les allocations auxquelles les gens ont le droit, bien, c'est juste le revenu actif qui est considéré. Donc, si tu te verses des dividendes de ta compagnie pour sauver quelques taux d'impôt, ben de l'autre côté, tu vas te perdre un paquet de programmes sociaux qui sont mis en place par les gouvernements pour te donner des allocations pour les enfants. Donc, c'est clair et précis que les années avant, ou je dirais 2 ans avant qu'on travaille pour avoir des enfants, ben là, on va vraiment maximiser le salaire des jeunes entrepreneurs pour vraiment que lorsque le bébé va naître, tout ça, que la famille ait le droit au maximum des allocations. Là, je suis surpris. Si je résume bien, tous les crédits qu'on peut avoir, ben, en tout cas, de ceux que tu parles, là, mettons pour la famille, ouais, c'est basé sur notre salaire. Donc, quelqu'un qui se donne un dividende, aucun salaire, mais en dividende, il n'a pas accès à ça parce qu'il n'y a pas de salaire. Oui, en fait, c'est la distinction entre le revenu actif, le revenu passif. Il y a beaucoup d'allocations qui sont calculées, dont le REER, entre autres, est calculé sur des revenus qui sont considérés comme actifs. Les revenus actifs, je te dirais, c'est les travails de profession, donc les salaires, les travailleurs autonomes. Donc vraiment, j'en cherche d'autres, là. Des commissions, quelqu'un qui gagne des commissions de vente. Oui, des commissions de vente. Ouais. Mais par exemple, la location d'immeubles, si tu as tout un gros parc immobilier, puis tu fais juste louer tes immeubles, puis tu es correct pour eux avec ça, ben, c'est pas un revenu actif non plus, c'est un revenu passif. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est un pensez-y bien pour les jeunes entrepreneurs au début d'être en dividende seulement, parce c'est du rendement direct, là. C'est des bons montants que les familles peuvent recevoir, que ce soit 1, 2 enfants, plus que la famille est grande, plus que les allocations sont importantes. Je pense même, Patrick, tu avais eu des enfants, tu avais analysé ça. Moi, c'était toujours, le minimum de revenus, mais c'était tout le temps moi, personnellement, je suis travailleur autonome, même si j'ai une compagnie. Fait que je me faisais
les factures. Là. J'étais un sous-traitant de mon entreprise. Fait que ça devenait des revenus actifs. Mais bref, c'est quand même des vases communicants. Hein? Tu sais, des fois, on essaie de tirer un peu plus la couverte de notre bord pour en sauver, mais de l'autre bord, t'en as moins. Ben, tu prends un dividende, ta compagnie, elle paye l'impôt. Là. C'est pas déductible pour l'entreprise quand elle te donne un dividende. Fait que tu fais payer l'impôt là, tu repayes de l'impôt de l'autre bord qui est moins, mais ça revient quasiment au même. Oui, si on revient au sujet vraiment, là, le salaire versus le dividende, c'est sûr, c'est le principe de l'impôt, c'est l'intégration. En fait, le Canadien devrait être indifférent entre le salaire et le dividende. Je vous dirais, si on recule quand j'ai commencé, là, de peut-être 10-12 ans, l'intégration était parfaite. Donc, que j'ai un salaire ou un dividende, j'avais le même argent dans la société, dans mes poches, tout était égal. Sauf que là, ils ont tellement modifié le crédit d'impôt pour dividende qu'ils ont joué avec les taux d'impôt autant provincial qu'au fédéral des compagnies. Il y a un déséquilibre qui s'est créé. Ça fait que puis il n'est pas immense. C'est pour ça qu'on va plutôt aller se rattacher sur des critères autres que l'impôt. Comme je viens de dire, la valeur du RRQ, on est-tu en mode bébé? C'est vraiment là, ces éléments-là qu'on va considérer. Ou aussi, les entreprises, les corporations qui réalisent des bénéfices imposables en haut de 500 000, ben eux, ils ont droit à du dividende déterminé, donc qui sont imposés au gros taux des compagnies. Ben, eux autres, là, il y a un meilleur avantage parce que le dividende déterminé est imposé pour le particulier moins cher. Mais la compagnie, elle a payé plus d'impôts. Fait que l'un dans l'autre, comme François, c'est fait le régime canadien pour qu'on soit vraiment de plus en plus indifférent entre les deux. C'est là qu'on vient dire, bon, le RRQ, ça a-tu une valeur pour moi? Je veux-tu mettre de l'argent dans mes REER parce que moi, j'aime ça, les REER. C'est une salaire dividende, je dirais, c'est une question sûrement la plus populaire que les comptables et les fiscalistes on a toutes les années. Moi, mon opinion strictement personnelle, que je pourrais débattre avec tous mes collègues fiscalistes, c'est qu'on se bat souvent pour des petits montants. T'sais, au bout du compte, on va peut-être sauver un 500-600 $, 1000$. Oui, c'est de l'argent. Mais moi, je dis plutôt, occupe-toi donc de travailler sur tes revenus que tes économies. Très sage. Sinon, un peu comme le trading, on parle de diversification. Pourquoi pas se diversifier là-dedans aussi? Là, mon comptable me disait souvent un peu de salaire, un peu de dividende. Pour avoir les rentes, pour avoir accès à certains crédits comme tu parles, puis versus dividendes pour avoir d'autres avantages. Des fois, il faut peut-être faire un mix des deux, là, au lieu d'aller seulement all-in, comme on dit, dans le salaire ou all-in dans le dividende. Là. Ouais, t'as vraiment un bon point qui m'amène sur un autre élément. En fait, c'est le cash flow. C'est que le dividende, le salaire, là, ceux qui ont été salariés, donc on exclut Fuji, mais on soit de l'argent, nous autres, l'impôt sur notre salaire, on n'a pas de chèque à faire à la fin de l'année. Quand on reçoit un dividende, donc on prend de l'argent de la compagnie, c'est nous, il faut qu'ils économisent l'argent de notre côté à la fin de l'année, puis qu'ils en gardent, puis on fait un chèque. Le nombre de fois on est dans la saison des T5, là, on va les sortir, les dividendes. Là, l'actionnaire, on va l'appeler, on va dire, hey, tu t'es pris 150 000. Là, prépare-toi, il va falloir t'envoyer un chèque de 60 000 à l'impôt. Lui, il dit, moi, 175 000, je l'ai dépensé, j'ai plus d'argent. C'est pour ça que le mix est excellent. Moi, je l'aime pour ça aussi, c'est que tu les habitues à avoir leur paye aux 2 semaines là, pour payer toutes les dépenses normales. Puis quand ils ont besoin d'un 10 000, 15 000 de plus, là, ça, à la fin de la rémunération, là, tu rajoutes un dividende. La surprise d'impôt est moins grande. Oui. Fait que pour ceux qui sont habitués d'avoir à la fin de l'année un retour d'impôt, s'ils se mettent à se payer avec des dividendes, c'est plus pareil pantoute ta fin d'année. Là. Puis nos habitudes viennent importantes. Nos habitudes de dépenses, nos habitudes de budget. Là, puis c'est sûr, quelqu'un à son compte, il est habitué de budgéter son impôt, mais
ceux qui ont eu pendant la COVID, la PCU, là, tous les programmes les attentions, vous allez avoir à payer ça, puis il y en a plein qui se sont fait avoir là, à la fin de l'année avec ça. Exact. Ils arrivaient, ils recevaient leur rapport d'impôt, puis ils faisaient des sauts qui avaient de l'impôt à payer. Ben oui, c'était 2000 $ que Trudeau envoyait, mais en réalité, c'était 1500. C'est ça. La même chose avec les acomptes provisionnels. Là, encore là, on déborde un peu, mais quelqu'un qui est à son compte, qui est travailleur autonome, en théorie, on doit payer les acomptes provisionnels, mais on peut faire le choix de ne pas en payer pour raison X, Y, Z, ou des fois on oublie, des fois on ne les paye pas. Puis à la fin de l'année, pouf, on doit un 25 ou 50 000 $ en impôts, plus un peu d'intérêt. Des fois, le monde n'a pas mis l'argent de côté pour les acomptes provisionnels. Puis là, il dit, je parle de ça parce que c'est personnel, un de mes oncles, c'était arrivé, puis il y avait un gros montant à payer, puis il dit, Colin, qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, mon oncle, tu l'as dépensé l'argent là, au courant de toute cette année-là, il fallait que tu la mettes de côté. Donc, c'est un travail un peu à faire de notre côté, là, puis avoir la discipline peut-être d'en mettre de côté. Là. Ça, c'est le volet comptable. Pourquoi que j'aime moins le dividende? Oui, il y a un petit avantage fiscal, mais c'est donc bien plate de parler à notre client à la fin de l'année puis d'y avouer qu'il y a des gros chèques à faire. Là. C'est rare qu'ils nous reçoivent avec une belle humeur. Oui, mais c'est parce qu'ils sont. Faut juste le planifier. C'est pas ça faisait partie du plan, mais souvent, t'es plus un rappel que. Tu leur rappelles que, oups, c'est vrai, j'avais ça à payer. Ils voulaient le déni, on est dans le déni, on ne veut pas le payer. Ou on le dépense. Ouais. C'est comme tu dis, c'est de la rigueur, comme en trading, en fait. Respecter le plan. Exactement. La rigueur, la discipline. On poursuit à l'autre question, parce que le temps avance, c'est très fascinant. Puis on reste un petit peu avec les dividendes. C'était l'effet des dividendes dans le temps. Hein? Puis là, avec François, je pense qu'il y aurait de quoi dire sur qu'est-ce que ça fait là, quand on place notre argent puis qu'on réinvestit nos dividendes tout le temps. Oui, c'est ça. On shootait, on lançait des idées à gauche puis à droite, mais point de vue dividende, côté investissement, moi, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? En anglais, on dit le DRIP, D-R-I-P. L'acronyme, c'est Dividend Reinvestment Plan. C'est vérifiez avec votre courtier. Des fois, quand vous investissez sur des compagnies qui donnent des dividendes, vous avez deux choix. Vous pouvez encaisser le dividende puis laisser ça dans votre compte, ou vous pouvez utiliser la technique du DRIP. Et puis ça, c'est une fonction. Demandez à votre courtier s'il peut l'activer. À chaque fois que vous recevez un dividende, habituellement qui est à chaque trimestre, quand vous recevez un dividende, il prend cet argent-là et il le réinvestit dans la compagnie. Donc, j'ai pas j'ai pas les calculs sous les yeux, mais ça peut faire une grosse différence là, après plusieurs années. Là. Exemple, si vous recevez, on va dire, seulement 10-20 $ à chaque trimestre, mais ça fait peut-être un 100 $ à la fin de l'année de dividende. Mais calculez ça si vous le laissez dans votre compte versus vous le réinvestissez à chaque fois, à chaque 3 mois. Avec l'effet de l'intérêt composé, ça peut faire une grosse différence. Donc, allez lire ça peut-être sur Google, DRIP, Dividend Reinvestment Plan, et puis vérifiez avec votre courtier si vous avez cette fonction-là. Si vous l'avez, activez-la. Donc, vous n'allez pas le voir. Vous allez recevoir, par exemple, votre 50 ou 100 $ à chaque 3 mois. Puis cet argent-là, ils vont le réinvestir dans la compagnie. Puis c'est une belle façon de réinvestir dans la compagnie puis baisser son coût moyen. Parce qu'avec la bourse présentement qui est quand même assez élevée, si vous dites, moi, je vais prendre mon dividende, on va dire, j'ai eu 500 $ puis je l'investis tout de suite d'un coup. Si le titre chute, mais c'est peut-être pas super. Versus si vous avez investi vos dividendes 3-4 fois par année, vous avez acheté un petit peu, on va dire, de ce temps-ci, le titre à la mode, c'est Facebook. Mais si vous en avez acheté un peu à 300, à 250, à 225, puis à 200 $, ça fait une moyenne, on va dire, de 200, 240 $, versus si vous l'avez fait en début d'année, on injecte un 500 $ quand le titre vaut 300 $. C'est une belle façon de se diversifier. Donc, point de vue trading, allez lire là-dessus, là, le DRIP, Dividend Reinvestment Plan. Et vérifiez avec votre courtier là, s'il y a cette fonction-là. S'il offre cette fonction-là, demandez-le qu'il l'active. Puis ça, ce que ça a comme impact, par contre, c'est qu'il y a quand même un impact fiscal parce que les dividendes, on doit payer l'impôt dessus. C'est ça, Vincent? Même si on réinvestit. Bien, c'est sûr, si c'est en compte comptant, ça va demeurer un revenu, là, même s'il est réinvesti. Là. C'est sûr, si c'est en CELI ou en REER, en CELI REER, il n'y a aucun impôt, là, mais sinon, ça demeure un revenu. Donc, il faut le budgéter aussi.
parce que là, tu réinvestis, donc ça veut dire que toi, il va falloir que tu l'amènes l'argent, là. Tu vas payer ton impôt là-dessus, mais c'est une belle méthode, moi, je trouve, là-dessus. Oui, comme on a dit tantôt, là, une parenthèse, là, mon but à moi et le but à tout le monde devrait être de payer le plus d'impôts possible. Tu sais, on entend tout le temps le monde, hey, je veux sauver de l'impôt, je veux pas payer beaucoup de l'impôt. Dites-vous, si votre comptable vous dit, en général, si vous avez bien fait vos choses, vous devez payer, on va dire, 200 000 d'impôts. C'est bien parce que vous avez fait 400 000 bruts. Là. Donc, votre but, là, essayer, un peu comme Vincent dit, là, focusser sur faire de l'argent puis arrêter d'essayer de sauver un peu d'argent là. C'est le rôle de votre comptable. Là. Vous, là, votre but, là, c'est de payer le plus d'impôts possible. Là. Les amis, je dois conclure ça parce que on est des gens disciplinés et dans le fond, le temps fait son temps et la série vient de se terminer. On a parlé d'un blitz de questions, on en a quand même couvert quelques-unes, mais il en reste plein, évidemment, qui vont être là. Puis là, Vincent, il a été très, très généreux. Il nous a fait une offre. Il a dit, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que là, suite à ces épisodes-là, les gens sur le groupe Facebook de Day Trading vont pouvoir aller poser des questions. Puis ces questions-là, on va les réutiliser. Puis dans quelques mois, peut-être 3, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas, on va voir comment ça va se présenter. On va en faire un autre avec vos questions. Fait que ça va être encore plus trippant. Puis, qui sait, moi, j'ai comme une intuition que peut-être ça peut devenir une petite tradition, là, qu'on se rencontre ponctuellement. Puis que c'était très agréable. En plus, c'était notre première expérience à 3, là. Donc, moi, j'ai trouvé ça. On était bien disciplinés, pas trop se couper la parole. C'est sûr que là, moi, j'ai écouté beaucoup, je le dois l'avouer. Donc, en conclusion, là, pour quand même terminer cette série-là, on se rend compte que la fiscalité, c'est bien plus complexe qu'on peut le penser au départ. Le plus important, c'est s'éduquer, d'apprendre à connaître ça le mieux possible, puis aussi considérer notre situation, puis de choisir des approches. On a vu qu'il y avait vraiment différentes approches, différentes stratégies où on pouvait aller, mais le but, c'est toujours de tirer son épingle du jeu à son avantage. Et très important, on l'a dit au début, on le répète à la fin, vous allez demander conseil auprès de vos professionnels, vos comptables, vos fiscalistes. C'est très important parce que votre situation est unique. Donc, il n'y avait aucune suggestion là, dans ce qu'on a dit. C'était vraiment des réflexions pour ouvrir nos esprits. Donc, on va vous inviter à garder l'œil ouvert, structurer le mieux possible vos affaires, puis nous aussi, dans le fond. Puis, au fil du temps, nos résultats devraient normalement être plus intéressants que si on n'avait rien fait puis on avait ignoré ça. Et le sujet, en plus, est, en tout cas pour moi, très intéressant. Donc, on espère très sincèrement que ça vous a permis d'éclaircir plusieurs points et que vous avez apprécié. Nous, c'était un plaisir. J'espère que pour vous aussi, messieurs, ce fut aussi agréable que moi. Oui, je confirme, c'était très agréable. Puis Vincent, c'est un fiscaliste. Ça fait, je n'ai parlé à quelque part, je me souviens plus où, mais ça fait au-dessus de 10 ans qu'il est là-dedans. Donc, juste pour dire aux personnes qui nous écoutent, là, on n'a pas invité un petit fiscaliste de coin de table là, ou un comptable qui peut nous raconter un peu n'importe quoi. Vincent, il est quand même reconnu dans le milieu, puis je crois qu'il le peu de temps que je le connais, là, mais ça fait quand même un certain temps. Mais bref, très professionnel. Puis je recommande à tout le monde de... Je ne vais pas faire... Là, je vais lancer une petite flèche à Michel Villa. Michel Villa, il dit tout le temps « Appelez-moi, puis il donne son numéro de téléphone. Puis je dis, voyons, Michel, pourquoi tu fais ça? Tout le monde va t'appeler. Donc, moi, je ne vais pas donner le numéro de téléphone à Vincent, mais je recommande à tout le monde peut-être de joindre la communauté Day Trading, puis peut-être poser les questions dans la communauté, parce que one-on-one, c'est très bien, mais quand on pose des questions, puis avec plus de 14 000 membres, là, ça va éclairer beaucoup de monde, puis ça permet de mieux nous former dans ce milieu-là qui est souvent nébuleux, surtout la fiscalité. Donc, c'était mon point que je voulais rajouter. Bon, moi, ça m'a fait plaisir. C'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'était une discussion plus ouverte. J'étais habitué de rencontrer des clients, d'arriver avec un paquet de documents, parler d'articles de loi. Donc, c'était plus léger, c'était bien le fun. Pour les questions, comme François dit, c'est sûr que il y en a plusieurs qui me voient dans le club des initiés. Fait qu'hésitez pas via le club, là. Il y en a qui n'hésitent pas à me poser des questions. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez comprendre, par contre, des fois, je suis occupé passablement, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais aussi, là, je suis fiscaliste en entreprise, beaucoup plus en achat-vente. Mais comme vous l'avez vu, j'ai encore mes bases là, de particulier. Ça va me faire plaisir là, de remettre l'expérience, la loi, la fiscalité plutôt, c'est très évolutif.
ça change à tous les budgets. Ça fait que forcément, on devrait avoir d'autres épisodes. C'est merveilleux. Je vais conclure avec ma tradition à moi, là, ma petite maxime, la maxime de Pat. Donc, un trader actif qui sait optimiser sa fiscalité est un trader souriant. Bon trading à tous.